Et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce grand entretien. C'est l'un des nouveaux formats que nous vous proposons dans le cadre des nouvelles rencontres d'Averroès. 1h30 en compagnie d'une grande personnalité qui nous livre son regard sur la Méditerranée et sur le monde à travers son parcours personnel, intellectuel, professionnel. Bonsoir Hassan Salamé. Vous avez le micro. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci. Merci beaucoup au nom de toute l'équipe des Nouvelles Rencontres d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de pouvoir inaugurer ce format avec vous. Je ne vais pas dérouler ici votre CV, mais tout de même rappeler que vous êtes professeur émérite de Relations internationales à Sciences Po Paris. Vous y avez enseigné durant 30 ans. Vous y avez créé l'École des Affaires internationales. Diplomate, vous avez été conseiller politique de la mission de l'ONU en Irak en 2003, puis conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, entre 2003 et 2006. Émissaire du secrétaire général des Nations Unies en Birmanie, avant d'être nommé envoyé spécial de l'ONU en Libye entre 2017 et 2020. Avant cela, vous avez aussi été ministre de la Culture au Liban entre 2000 et 2003. Si l'enseignement a toujours eu une place importante dans votre parcours, et nous y reviendrons, c'est aussi à travers vos livres que vous transmettez vos analyses, votre savoir. Nous pouvons citer notamment Démocratie sans démocrates, politique d'ouverture dans le monde musulman, Appel d'empire, ingérence et résistance à l'âge de la mondialisation, Quand l'Amérique refait le monde, et plus récemment, La tentation de Mars, les 4 publiés chez Fayard. Dans une petite demi-heure, nous serons rejoints par Brigitte Kurmi, ancienne ambassadrice de France en Libye, à Malte et pour la Syrie, que vous connaissez bien, et qui dialoguera avec vous autour de questions très actuelles et avec qui nous entrerons vraiment au cœur de vos analyses sur l'état du monde et de la Méditerranée. Mais d'abord, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par les années de formation et plus loin encore, par l'endroit où vous avez grandi. Ce village au Liban, dans les montagnes, que l'on va voir sur l'écran, parle d'Ebiane. Est-ce que vous pouvez nous parler, Hassan Salamé, de ce lieu, de ce village et de ce qu'il vous évoque de souvenirs d'enfance ? Écoutez, je suis très attaché à mon village, donc tout ce que je vais dire va être quelque peu biaisé. Je peux avoir parfois des sentiments mélangés à l'endroit du Liban, mais je n'ai jamais de sentiments mélangés face à mon village. C'est un très grand village en termes de superficie, un village agricole, un village de paysans. Et moi-même, j'ai eu un père qui était agriculteur l'été et instituteur en hiver. Donc il a su marier la culture et l'agriculture. Et j'en garde un souvenir extrêmement puissant 60 ou 70 ans plus tard. C'est un village de vergers qui est plein de sources. Et donc c'est un village où tous les quelques kilomètres, il y a une source, dont 2 principales, la source du lait et la source du miel, qui irriguent le village ainsi que le village avoisinant. Et dans ce village, où je suis né, où j'ai passé les 10 premières années de ma vie, il y a dans les hauteurs une montagne extrêmement majestueuse qui est le Sannin. Et je dois vous dire que je restais tard la nuit sur la véranda de notre vieille maison en attendant que la lune sorte de derrière le Sannin, parce qu'elle sort toujours de derrière le Sannin, et je ne pouvais pas aller dormir avant de voir la lune, tant elle est magique dans cet endroit-là.
Vous l'avez dit, donc votre père, agriculteur l'été, instituteur l'hiver. Vous dites aussi souvent que c'est par votre mère que vous avez appris l'ambition et la discipline. Le rapport au savoir chez vous, enfant, il passait par quoi? Est-ce que c'était les livres, l'enseignement, les discussions? Écoutez, il n'y avait ni bibliothèque ni librairie dans ce village d'agriculteurs, pour beaucoup d'entre eux analphabètes. Et je me souviens de leurs mains extrêmement striées par le travail manuel quand ils sont venus présenter leurs condoléances au décès de mon père et de ma mère. C'est un vrai village de paysans. Et donc, il y avait peu d'accès à la culture en dehors de l'école. Sauf que mon père tenait à ce qu'il y ait des livres à la maison, donc il en achetait. Et il y avait un coiffeur qui a aussi voulu vendre des livres, donc j'étais le premier à aller lui poser la question s'il a acheté de nouveaux livres à Beyrouth, qu'il a ramenés dans le bus quotidien qui allait vers la ville et en revenait. Et je dévorais tous les livres qui arrivaient là. Mais il est vrai que je suis le dernier d'une lignée de 5 enfants et que ma mère, peut-être plus ambitieuse que mon père pour ce qui concerne l'enseignement, tenait à envoyer aux meilleures écoles. Donc après quelques années, l'école du village ne pouvant pas aller au-delà du brevet d'études, nous avons tous été obligés d'émigrer en ville, sur le littoral, où il y avait des écoles où mes frères et mes sœurs aînées pouvaient aller faire leurs études secondaires et où moi-même aussi j'ai commencé à faire les miennes. Donc vous étiez en internat Après, Rayak, j'ai été en internat pendant 6 ans dans la plaine de la Beka, ce qui n'était pas une expérience facile parce que j'étais tellement heureux dans mon village qu'aller dans un internat m'a fait pleurer pendant plusieurs mois, tous les soirs, en me souvenant à la fois de la chaleur que j'avais dans ma famille et des paysages inoubliables de mon village. Ensuite, vous avez étudié à l'université Saint-Joseph, à Beyrouth. Quel était à ce moment-là votre moteur? Quand vous êtes allé à l'université, qu'est-ce que vous aviez envie d'apprendre, de comprendre? J'avais envie d'apprendre, mais je ne savais pas vraiment, et ça je le redisais ensuite à mes étudiants quand je suis devenu professeur, je ne savais pas exactement quelle carrière professionnelle j'allais suivre. Donc j'ai beaucoup hésité entre des études de droit et des études de lettres. Et finalement, comme chaque fois que j'hésite entre deux choses, je fais les deux. Donc incapable de choisir. Et donc j'ai fait les deux. Il y avait à Beyrouth à l'époque l'université Saint-Joseph qui donnait des cours de droit de très haut niveau. Et il y avait aussi une section de l'université de Lyon qui assurait des études de lettres. Donc le matin, je faisais des études de droit et l'après-midi, je faisais des études de lettres. Et le soir, je travaillais, parce que venant d'une famille modeste, il fallait que je paye mes études. Vous faisiez quoi comme travail? J'étais journaliste à la télévision, si ça vous donne des idées concernant ma propre descendance. Mais cette idée de ne pas pouvoir trancher entre le droit et les lettres m'est revenue carrément dans la gueule, comme on dit, lorsque ma fille cadette a fait un examen pour entrer aux Beaux-Arts à Paris et un autre pour entrer aux Arts Déco. Et à cette époque-là, je venais d'être nommé ministre, donc j'étais à Beyrouth, je lui téléphone de Beyrouth, je lui dis « Alors, tu as choisi entre les deux écoles ?» Elle m'a dit « J'ai fait comme toi, nous ne pouvons pas choisir, je vais faire les deux. » Et elle a fait les deux. Est-ce que c'est de là aussi que vient, parce qu'alors j'ai cité un certain nombre de vos livres au début, mais il y en a un qui est le premier recensé, en tout cas, que j'ai trouvé, qui se distingue un peu à première vue des autres par son sujet, son objet d'étude. Il date de 1974.
Il s'appelle « Le théâtre politique au Liban, 1968-1973, approche idéologique et esthétique ». Qu'est-ce que c'était ce livre ? C'était mon mémoire de maîtrise en lettres, en réalité, au départ, qui a été primé, et donc il a eu droit à l'impression. Et je dois dire que dans la dualité entre politique et esthétique, vous voyez un peu ma personnalité schizophrène. Elle n'arrive pas à choisir entre un investissement dans la vie publique et un intérêt réel pour la culture. Et quand vous n'arrivez pas à choisir, vous faites les deux. Et donc ce livre, c'était un peu ça. Voilà. Alors, vous avez étudié, on l'a dit, à Saint-Joseph entre 1969 et 1973. Plus tard, mais pas beaucoup plus tard, en réalité, vous y avez enseigné. Mais si on reste encore un petit moment sur ces années, 69-73, que pouvez-vous nous dire de cette époque du Liban dans lequel vous avez grandi, ce Liban, comme je vous ai entendu le dire, d'avant 1975, c'est-à-dire d'avant la guerre civile? Écoutez, c'est une question importante, parce qu'à la fin des années 60, les troubles commençaient au Liban. Et en réalité, le jour où je suis allé présenter mon baccalauréat avec un copain, on a été pris dans une échafaudée entre l'armée libanaise et l'OLP, qui s'était déjà installée au Liban. Et on a échappé de près. C'était peut-être ma première rencontre avec la violence. Et les années 69-73 sont des années de polarisation d'avant-guerre civile, c'est-à-dire un climat plutôt souverainiste, si vous voulez, était de mise à l'université Saint-Joseph le matin, à la faculté de droit, et un climat plus révolutionnaire, plus ouvert à la question palestinienne était dominant à l'école des lettres où je faisais des études de lettres l'après-midi. Donc cette même schizophrénie est restée, c'est-à-dire je fréquentais des copains de la fac de droit qui se préparaient à une bataille qu'ils croyaient inévitable avec les militants de l'OLP, et l'après-midi, je voyais à la faculté des lettres des tas de copains et de copines qui avaient un kéfillé autour du cou. Donc le Liban vivait déjà cette polarisation, qui était une polarisation vestimentaire, si vous voulez, mais en cachette, en réalité, les uns et les autres, ou certains des uns et certains des autres, commençaient à s'entraîner au maniement des armes. Et ce qui n'était pas mon cas, mais des rumeurs me venaient que on avait installé des camps d'entraînement pour les uns et pour les autres. Pour ceux du matin, c'était des camps généralement gérés par l'armée libanaise, et pour ceux de l'après-midi, ça se faisait dans les camps palestiniens. Est-ce que c'est dans ces années-là que la question de Palestine est devenue centrale pour vous? Elle est devenue centrale parce que je voyais bien que c'était une question qui n'était pas la question des Palestiniens comme elle est souvent présentée. Il y a une question de Palestine qui est une question extrêmement complexe où se rejoignent des facteurs comme le facteur religieux, mais également le facteur colonial, mais également le droit international, le droit à l'émancipation, le droit à l'autodétermination. Et je voyais bien que le Liban était extrêmement fragile parce qu'il était incapable. Il était déjà divisé sur la manière d'approcher cette affaire qui était au cœur de toute la politique régionale de l'époque. Donc je voyais bien que quiconque avait un intérêt pour la chose publique ne pouvait pas éviter de connaître, de réfléchir, de penser ce conflit qui dure depuis la fin du XIXe siècle et qui est loin d'être terminé aujourd'hui. Donc c'est comme ça que la question de Palestine s'est insérée. Mais aussi au niveau humain, comme je n'étais pas particulièrement attiré par l'action militaire ou par l'embrigadement milicien,
avec celle qui est devenue ensuite mon épouse, on allait faire des campagnes de vaccination dans les camps, donc on s'est un peu réfugié dans l'humanitaire comme manière d'exprimer notre embarras face à cette polarisation de plus en plus aiguë au sein de la population libanaise. Donc l'humanitaire, et notamment en direction des habitants des camps palestiniens, vaccination, aide humanitaire, etc., a remplacé quelque peu notre refus, en fait, de la division du pays en deux. Un refus qui était assez naïf, puisque le pays allait se diviser en deux, et en 1975, aboutir à une véritable guerre civile entre ces deux parties un petit peu polarisées de la population. Cette question de Palestine, donc centrale, toujours centrale. Sur le Liban, vous dites que vous avez très vite appris à penser le Liban, à l'objectiver d'une certaine manière, aussi pour tenir à distance les émotions. Est-ce que ça, c'était quelque chose, comment dire, un effort intellectuel que vous avez fait? Ou est-ce qu'en fait, c'était une nécessité? Et comment on fait ça? Écoutez, face à la violence, on peut avoir plusieurs positions. On peut avoir une position de fuite, en disant « je n'ai rien à voir avec une situation conflictuelle ». On peut avoir une position partisane, en disant « face à la violence, je suis du côté de X contre Y ou de Y contre X ». Et peut-être que j'ai choisi une troisième voie, celle de penser la violence, c'est-à-dire de regarder la violence en face. Et je ne savais pas à l'époque que la violence allait faire partie des 50 années suivantes de ma vie, en Irak, en Libye, en Birmanie et ailleurs. Mais la violence est un phénomène qu'il faut regarder en face, je pense, pour pouvoir le comprendre et surtout pour pouvoir le contenir. Et donc, quand la guerre civile a éclaté, c'est dans cette position un peu rationnelle et que je me suis un petit peu positionné. Après l'université Saint-Joseph à Beyrouth, si on reprend le fil de vos études, ces études à un moment poursuivies en France. Comment s'est opéré ce choix? Pourquoi êtes-vous allé en France? À l'époque, la délégation culturelle française à Beyrouth accordait des bourses. Et comme je venais d'une famille modeste, sans avoir obtenu cette bourse, je n'aurais jamais pu continuer mes études à l'étranger. Donc j'ai pu bénéficier d'une bourse et je ne remercierai jamais assez la France de me l'avoir accordée, parce qu'elle m'a permis d'arriver à Paris en 1973 pour continuer mes études. Mais là aussi, la question s'est posée, pour faire des études de doctorat en quoi? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit pour une thèse en doctorat en études théâtrales à Censier, à Paris 3, et pour un doctorat en relations internationales à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne. Et j'ai fait les deux, parce que je suis toujours incapable de choisir entre deux voies. Vous avez marqué des générations d'étudiants à Sciences Po et on va en parler. Mais vous, de votre côté, vous comme étudiant, quelle a été l'importance des enseignants qui ont été les vôtres? Écoutez, je suis arrivé à Paris, dans un Paris qui était encore, je crois pouvoir dire que tel n'est plus le cas, mais qui était encore une très grande capitale de l'esprit et du savoir. Donc, mon attitude était celle de quelqu'un qui avait soif et qui allait boire à toutes ses sources. Je ne ratais pas les grandes conférences d'ouverture du Collège de France. J'allais rue Tournon suivre le séminaire de Roland Barthes, qui a donné lieu ensuite à son livre sur le discours amoureux. Je faisais des études de droit et de relations internationales au Panthéon. Et bien entendu, je suivais des cours d'études théâtrales à Censier. Il y a eu beaucoup de professeurs qui m'ont marqué.
à cette époque, ça dépend de la discipline. Roland Barthes, certainement. Bernard Dort aussi, pour la critique dramaturgique. Anne Hubersfeld. Et en droit, j'ai eu la chance d'être le disciple d'un très grand professeur de droit international qui était Paul Reuter. Et donc j'ai fait ensuite ma thèse en lettres à Censier, ma thèse en relations internationales à Paris 1, équipé de l'enseignement de ces professeurs. Mais il est vrai que j'allais souvent loin de mes universités, animé par cette soif de savoir, dans des endroits où on me laissait entrer, que ce soit au Collège de France, à l'École pratique des hautes études et ailleurs. Il y a quand même un moment finalement où vous avez choisi. Il y a un moment où, étant mariés et attendant un enfant, nous avons décidé, mon épouse et moi, de rentrer au Liban. Et donc, en juin 1978, après 5 ans à Paris, on est rentré à Beyrouth. Et j'ai commencé à enseigner à Beyrouth, à l'Université Saint-Joseph, mais aussi après à l'Université américaine. Et nous avons passé 7 années difficiles à Beyrouth, où nous avons 1 ou 2 filles, mais où on traversait la ligne de feu pratiquement au quotidien. Et c'était des années qui nous ont beaucoup marqués. C'est les années où il fallait souvent mettre les filles dans la baignoire parce que la salle de bain était l'endroit le plus protégé de la maison. C'était les années aussi où, je me souviens une fois, au passage dit du passage du musée entre la partie orientale et la partie occidentale du pays, les copies de droit international que j'avais sous la main ont été percées par un coup de feu. Je me souviens aussi que l'Université Saint-Joseph étant en danger, on nous a déplacés pendant 2 années dans le réfectoire d'une école arménienne en dehors de Beyrouth, où ça sentait les frites pendant qu'on enseignait. Donc c'était une espèce d'adaptation quotidienne à l'imposition de la normalité dans une situation entièrement anormale. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, ainsi que ma famille, je pense, à jamais, parce que nous avons perdu des amis pendant cette période, du fait des bombardements ou des enlèvements. J'ai perdu en particulier un ami qui m'était très cher, qui s'appelait Michel Seurat, qui était chercheur au Centre d'études françaises de Beyrouth. Et j'ai perdu mon assistant à l'université américaine, qui s'appelait Lee Douglas. Et en 1984-85, il apparaissait que la vie était impossible. Impossible d'abord parce qu'il y avait la guerre civile qui continuait. Impossible parce que les milices ne cessaient de se battre dans la rue où nous vivions à Beyrouth-Ouest. Mais impossible pour quelque chose de plus profond, qui est le fait que nous nous étions entêtés à traverser la ligne verte entre l'Est et l'Ouest, à refuser la partition du pays en 2. Ma femme vivait à l'Ouest et enseignait à l'Est, et moi je vivais à l'Ouest et j'enseignais autant à l'Est qu'à l'Ouest. Donc nous avions pour Bible, si vous voulez, de contrecarrer par notre propre comportement la division du pays en 2. Mais il y a un moment où vous vous rendez compte que vous n'êtes plus très nombreux à faire ce pari et que ce pari devient très difficile, voire même périlleux pour vous et pour votre famille. Et c'est alors qu'on a décidé de quitter le pays à nouveau et de repartir en France en 1985. Alors, pour poursuivre, nous allons accueillir Rassan Salamé, une personnalité que vous connaissez bien, qui va nous rejoindre. Brigitte Curmi, chercheuse, diplomate, ancienne ambassadrice de France en Libye, à Malte et pour la Syrie. Et nouvelle Marseillaise. Bonjour Brigitte. Très heureuse de poursuivre avec vous cette discussion qui va prendre aussi la forme d'un dialogue entre vous deux. Peut-être pour vous introduire un peu, et puisque c'est la Méditerranée qui nous rassemble ici, pouvez-vous nous expliquer ce que vous nous avez dit quand on a préparé un petit peu cette discussion, à savoir que vous retrouvez ici à Marseille ce qui fait
votre Méditerranée. Merci aux rencontres d'Averroès, merci au Théâtre de la Criée, merci à Rassan d'être parmi nous aujourd'hui, alors que notre Méditerranée et la terrible guerre à Gaza, au Liban et ailleurs nous rend difficilement optimistes, alors que la machine infernale paraît tout à fait hors de contrôle et que l'impuissance terrible de la communauté internationale nous abat. Pour répondre à ta question, Chloé, sur Marseille, ça fait 30 ans que je fréquente cette ville fascinante grâce à des amis qui sont dans cette salle. Et je ne crois pas que je pouvais trouver meilleur écrin pour retrouver ce qui fait ma Méditerranée, c'est-à-dire un mélange d'Orient et d'Occident, une diversité foisonnante et pénible, des parcours d'exil plus ou moins douloureux qui sont complètement enfouis dans les plis de la ville, le lieu de 1000 dérives, meilleures ou pires. Et puis, malgré tout, quand je me réveille le matin, cette lumière incroyable qui me redonne de l'espoir, alors que l'horizon politique et l'état du monde s'abat sur nous. Alors, je l'ai dit, vous vous connaissez bien tous les deux et cela remonte à loin, puisque vous faites partie, Brigitte, des nombreux anciens et anciennes étudiantes de Rassan Salamé à Sciences Po. Ben oui, j'ai cette chance parmi beaucoup d'autres. D'ailleurs, c'est un peu pénible parce que chaque fois qu'on se rend dans une rencontre sur la région ou dans la région, en fait, on se demande entre nous qui n'a pas été ton élève. Mais peut-être on va continuer la conversation et essayer de comprendre de tes différents métiers, parce que tu en as cité quelques-uns, mais tu es diplomate, négociateur, homme politique, professeur, et on a rarement l'occasion de connaître quelqu'un qui joue tous ces rôles à la fois. Et pour reposer la question que Chloé a posée au début, comment tu arrives à la fois à analyser la crise sans qu'elle t'envahisse et à avoir quand même les moyens d'avoir cette distance et d'être dans l'action en même temps. Et surtout aujourd'hui, à ce moment crucial où depuis plus d'1 an, on n'arrive pas à faire bouger les choses à Gaza, au Liban et ailleurs. Et ça, c'est un choix. Je disais au début que j'avais beaucoup de difficultés à choisir entre deux voies qui m'étaient ouvertes. En fait, 2 voies étaient ouvertes devant moi. L'action publique et diplomatique et l'enseignement du public et de la diplomatie. Comme je n'ai pas su choisir entre les deux, j'ai fait les deux. Et donc, ma vie est divisée en épisodes différents. Je suis enseignant jusqu'à l'an 2000. En 2000, je suis ministre jusqu'à 2003. En 2003, je rejoins l'ONU pendant 5 ans. Ensuite, après le départ de Kofi Annan du secrétariat général, je reviens à Sciences Po. Et je dois dire que Sciences Po a été généreuse avec moi parce que chaque fois que je suis parti, elle a accepté de m'accueillir à nouveau. Et à Sciences Po, j'ai été de nouveau professeur, puis j'ai pris ma retraite en 2015. Et en 2015, je suis redevenu diplomate, d'abord en Birmanie et ensuite en Libye. Donc j'ai fait l'aller-retour. Mais cet aller-retour est quelque chose de plus profond dans sa signification à mes yeux que ça n'en a l'air. Il y a bien entendu mon incapacité psychologique à choisir entre 2 voies et la volonté de les faire toutes les 2 à la fois. Mais il y a quelque chose d'autre. En réalité, j'ai découvert qu'une des raisons pour lesquelles j'avais un peu de crédibilité auprès de mes étudiants, c'était qu'ils avaient l'impression que je parlais de choses que j'avais vécues et que je ne leur faisais pas uniquement de la théorie, mais que je leur parlais de conflits par lesquels j'étais moi-même passé, que je leur parlais de structures sociales que j'avais essayé d'ébranler, que je leur parlais de stratégies étatiques que j'ai pu approcher de très près. Et quand j'étais sur le terrain,
mon bagage universitaire me permettait, je pense, j'espère du moins, à ne pas rester à la superficie des choses, ce qui est le cas de beaucoup d'envoyés spéciaux et de diplomates et de médiateurs. Mais le bagage universitaire vous permet d'analyser le ressort profond de la conflictualité. Donc, vous allez je ne sais pas, en Libye par exemple, c'est l'université et votre connaissance de la réflexion qui est faite sur les conflits dans les sociétés rentières. Et la Libye est une société rentière qui dépend pratiquement pour son pain quotidien d'une seule source, qui est la vente du pétrole et du gaz. Vous vous dites, tiens, une guerre civile dans une société rentière est fondamentalement différente d'une guerre civile dans une société de production. Parce que là, ce qui est en jeu, c'est un conflit sur la redistribution de la rente. Et là, ce qui est en jeu, c'est un conflit dû au déficit en ressources. Ici, c'est le surplus de ressources, et là, c'est le déficit en ressources. Et que ça change entièrement votre lecture, non seulement votre diagnostic du conflit, mais également des solutions que vous essayez de lui trouver. Donc, je pense qu'un aller-retour entre l'action et l'enseignement est quelque chose qui est utile à l'enseignement et utile à l'action aussi. Ce qui m'amène à dire que je pense que le système français d'enseignement doit être plus flexible, en ce sens qu'il doit accueillir de plus en plus d'hommes d'action et des femmes. Quand je parle des hommes, j'inclus les femmes. J'embrasse les femmes. D'hommes et de femmes qui ont connu l'action et qui peuvent transmettre cette expérience aux étudiants. Et je pense aussi que les universitaires gagnent beaucoup à aller sur le terrain de l'action. Donc je pense que le système universitaire français, un peu comme certains autres systèmes d'enseignement universitaire dans le monde, gagnerait à plus de flexibilité, à ce qu'il y ait des allers-retours entre le monde de l'action, de l'entreprise, du conflit, de la médiation, des organisations internationales et l'enseignement. Parce que l'enseignement y gagne et l'action y gagne aussi. Pour rentrer un peu plus dans les plis de la complexité proche-orientale, tu as écrit des livres dont les titres sont très évocateurs et je pense assez justes sur le diagnostic de l'état de cette région, des démocraties sans démocrates, des empires qui aspirent à être appelés pour être ensuite dénoncés, des blocages historiques fondamentaux. Comment tu vois l'avenir dans ce fatras ? Quel est l'état des États dans la région ? Et est-ce que cette région est condamnée au blocage permanent du fait de l'histoire et de la question de Palestine dont on a déjà parlé, ou bien est-ce que tu vois qu'il s'agit d'une autre dynamique ? Quelle est ton analyse des ressorts ? Il est dangereux de généraliser les cas. Si vous parlez du Grand Moyen-Orient, il s'agit d'une trentaine d'États et ils ont des situations relativement différentes. Ce qui est sûr, c'est que c'est une région qui est marquée à présent par 3 facteurs déstabilisateurs auxquels on n'a pas trouvé véritablement de solution. La première, et le premier de ces facteurs qu'on a tendance à oublier et pourtant à mes yeux capital, c'est l'inégalité. L'inégalité au sein de ces pays, ce sont dans le listing international de l'égalité parmi les pires que l'on puisse voir. Il y a une concentration de la richesse dans les mains d'une toute petite catégorie de gens qui d'ailleurs arrivent à amasser cette richesse d'une manière qui n'est pas nécessairement très catholique. Donc, il y a l'inégalité, mais il y a aussi l'inégalité entre les pays. C'est extraordinaire que vous ayez sur cette carte 2 pays aussi différents en matière de revenus, en matière d'argent disponible, comme par exemple le Yémen et l'Arabie saoudite.
Ce sont des pays voisins où le PNB par capita peut être 10 fois, 15 fois, 20 fois supérieur à 5 km de là, au-delà de la frontière. Cette inégalité entre pays et au sein des pays est un des facteurs de conflictualité qui me paraissent les plus graves. Le deuxième facteur qui me paraît particulièrement grave, c'est bien entendu le fait que l'appel idéologique, et notamment idéologique extrême, est quelque chose qui traverse cette région d'une manière épisodique. Le contenu de l'idéologie peut être différent. Capitalisme et socialisme, sécularisme et idéologie religieuse, etc. Le problème que nous vivons depuis une trentaine d'années, c'est que le messianisme religieux y est dominant. Et c'est la force politique qui, en fait, est la plus active et la plus présente sur l'ensemble de la carte de cette région. Or, le messianisme a ceci de particulier, quand vous êtes un médiateur à la recherche de la résolution d'un conflit, c'est que le messianisme introduit une dose d'absolu face à laquelle le médiateur se sent entièrement impuissant. Si mon livre dit que je dois faire ceci, etc., qu'est-ce que le médiateur peut faire? Si il considère qu'un compromis est une compromission, un compromis est un péché par rapport au livre qu'il suit, que ce soit tel ou tel livre sacré, vous êtes face à une espèce de mur. Donc l'importance de l'idéologie et surtout le glissement de cette idéologie au cours des 30 dernières années vers l'idéologie religieuse absolutiste et messianique rend la résolution des conflits extrêmement plus difficile. Le troisième facteur, c'est le fait qu'on n'a pas résolu le conflit israélo-palestinien. Encore une fois, ce n'est pas par solidarité avec les Palestiniens uniquement qu'il faut penser ce conflit. C'est que ce conflit envenime l'ensemble de la stabilité régionale. Tant qu'on essaye de mettre les droits légitimes du peuple palestinien sous ce tapis, eh bien, ils trouveront le moyen de le sortir sous le tapis et de revenir d'une manière pacifique parfois et brutale parfois, comme ce fut le cas le 7 octobre dernier, enfin de l'année dernière. Donc, ce conflit est avec nous depuis 1880, c'est-à-dire depuis la première protestation palestinienne à la première colonie juive en Palestine. Et il n'a jamais cessé d'être. Il a changé de couleur. Parfois, il ressemblait à une guerre civile. Parfois, il ressemblait à une espèce de réflexion locale de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Parfois, il ressemblait à une guerre de religion entre juifs et musulmans. Parfois, il prenait l'air d'une volonté hégémonique de l'État d'Israël et d'une opposition régionale. À l'heure actuelle, il prend l'allure d'une espèce de confrontation généralisée sur l'ensemble du croissant fertile entre un Iran qui a réussi à construire des relais en Irak, en Syrie, au Liban, en Palestine et ailleurs, et un État d'Israël qui est marqué par la montée du messianisme et par l'hubris de l'hégémonie régionale. Donc nous sommes face à un conflit qui a parfois changé d'acteur, changé de couleur, mais qui n'a jamais été véritablement résolu. Alors lorsque les chefs d'État de ce monde, qu'ils s'appellent X, Y ou Z, je ne vais pas citer le nom, nous disent qu'ils sont favorables à la solution des deux États, moi je leur pose simplement la question, qu'est-ce que vous avez fait pour la faire avancer? Je n'ai rien vu. Depuis 15 ans, il n'y a eu aucune réunion pour reprendre le processus de paix. J'ai eu dans ma vie pas mal de péchés à me faire pardonner. L'un d'eux a été l'initiative arabe de paix en 2002, que j'ai eu la chance de pouvoir pousser et de pouvoir faire adopter par le sommet arabe de Beyrouth en mars 2002. Le lendemain de la sortie de cette initiative, que je pensais une initiative courageuse, parce que pour la première fois, les pays arabes, à l'unanimité, étaient parvenus à l'idée qu'ils accepteraient de reconnaître Israël contre un retrait israélien des territoires occupés en 1967. Eh bien, le lendemain, cette initiative a été marginalisée et un massacre énorme a eu lieu dans le camp palestinien de Jenin, en Cisjordanie.
C'est un conflit, on dit chasser le naturel, il revient au galop. Ça, c'est un conflit qu'à chaque fois qu'on chasse, il revient avec encore plus de violence. Et tant qu'on a cette attitude de se mettre la tête dans le sable pour ne pas regarder en face un conflit qui, depuis 150 ans, n'a pas eu un début de résolution, tant qu'on doit s'attendre à des surprises qui ne sont pas tout à fait belles dans c'est comme un buisson incandescent. À chaque fois qu'on croit l'avoir éteint, il se rallume tout seul avec encore plus de violence. Un de tes derniers livres dit que Mars l'a emporté sur Vénus, la tentation de Mars. Avec la paralysie et l'impuissance dont tu parles et le fait que depuis des décennies, il n'y a pas vraiment eu assez d'efforts pour faire avancer le slogan. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, et je dis ça au lendemain de la décision de la CPI, la justice internationale peut prendre le relais du politique ou forcer le politique? Peut-être la décision de la CPI, juste on peut rappeler que c'est le mandat d'arrêt émis à l'encontre de Benjamin Netanyahou et de son ancien ministre de la Défense par la Cour pénale internationale. Et d'un responsable du Hamas. Et d'un responsable du Hamas. Écoutez, il y a eu une espèce d'effet de mode il y a quelques mois qui consiste à dire que puisque le Conseil de sécurité des Nations Unies est paralysé par le veto mutuel, pratiquement chaque fois qu'on parle d'Ukraine, on peut s'attendre à un veto russe, et chaque fois qu'on parle d'Israël, on peut s'attendre à un veto américain. Il y a déjà eu 49 vétos américains pour des résolutions qui parfois avaient 14 voix sauf une, celle des États-Unis. C'est dire qu'il y a un pouvoir de blocage au sein du Conseil de sécurité qui pèse énormément sur la résolution de ce conflit. On a pu penser que la Cour internationale de justice pouvait remplacer le Conseil de sécurité, mais tel n'est pas le cas. La Cour internationale de justice peut dire le droit, mais elle peut devenir une référence pour les solutions à venir, mais elle n'a aucun moyen d'imposer ces résolutions. Or, la Cour internationale de justice, en l'espace de quelques mois, nous a donné deux indications d'une importance capitale. La première, longtemps avant les affaires de Gaza, il y a 3 ans, l'Assemblée générale des Nations unies a demandé ce que la Charte des Nations unies autorise, a demandé un avis consultatif à la Cour internationale de justice pour savoir si l'occupation de la Cisjordanie était légale ou illégale. Et la Cour internationale de justice a tranché après plusieurs années en disant l'occupation de la Cisjordanie est illégale et elle a demandé à Israël de l'évacuer dans l'espace tenant. Ça, c'est une décision d'une clarté et d'une gravité importante. La deuxième concerne la désignation de ce qui est en train d'arriver à Gaza, où, je ne dois pas vous dire, il y a déjà plus de 65 000 morts, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants. Et la Cour internationale de justice a une majorité extrêmement lourde de 13 sur 15 juges, ce qui n'est pas rien, a décidé qu'il y avait un génocide plausible dans ce cas-là. Donc, au lieu de se jeter mutuellement les mots, là, on peut au moins accepter l'arbitrage de la Cour qui dit qu'il y a un génocide plausible. En même temps, la Cour pénale internationale, qui n'est pas réellement dans la structure de l'ONU, qui est une structure indépendante née du traité de Rome de 1999, a désigné 2 responsables israéliens et un responsable du Hamas comme des personnes qui auraient commis des crimes de guerre. Et c'est important. Et j'ai vu qu'au lieu que tous ces pays qui ont signé le traité de Rome, ou qui ne l'ont pas signé, mais ont essayé de l'utiliser dans d'autres cas, ce qui est le cas des États-Unis notamment, ont dit qu'ils ne veulent pas respecter la décision de la CPI. L'Allemagne ne veut pas accepter la décision de la CPI.
La Grande-Bretagne a tendance à ne pas l'accepter. Les États-Unis ont dit que la CPI n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Sauf que quoi? Lorsqu'il fallait poursuivre le président soudanais Bachir, le même gouvernement américain a dit « il faut respecter la CPI ». Et lorsqu'il a fallu condamner M. Poutine après son entrée fracassante en Ukraine, les États-Unis ont été les premiers à dire « il faut appliquer la CPI », monsieur qui a désigné M. Poutine comme un criminel de guerre. Et hier, ironiquement, l'alter ego de M. Poutine, M. Medvedev, qui avait été son Premier ministre et président de la Russie pendant un certain temps, a dit qu'il ne reconnaissait pas la CPI. Et c'est le silence occidental total. Pourquoi? Parce que jeudi, on avait dit qu'il ne fallait pas respecter la CPI quand il s'agissait de Netanyahou. On ne pouvait pas le lendemain, vendredi, dire si, en ce qui concerne Poutine, il faut l'appliquer. Donc, il y a quelque chose de plus grave que l'affaire du Proche-Orient. Nous voyons se détricoter le système de droit international, de droit humanitaire international et de droit judiciaire international. Nous le voyons se détricoter par l'espèce de sélectivité que des pays occidentaux croient de leur droit de faire. J'applique les résolutions de la CIJ de La Haye ou les décisions de la CPI uniquement quand il s'agit de mes ennemis, mais je ne l'applique pas quand il s'agit de mes petits copains. Ça, c'est quelque chose qui ne touche pas uniquement les adversaires. Ça, c'est quelque chose qui détricote, qui déracine un siècle et demi d'accumulation de traités et de conventions pour établir un droit international fonctionnel. On a parlé beaucoup des institutions, de la régulation ou plutôt de la dérégulation. Parlons un peu des peuples, des populations. Ta génération et celles qui ont suivi dans la région ont connu la crise, la guerre, la crise, et en tout état de cause, un blocage complet du politique. Peut-être un peu moins il y a une trentaine d'années, mais en tout cas aujourd'hui. Il me semble que la jeunesse de cette région est absolument incapable de se projeter dans l'avenir parce qu'elle est en gros, l'espoir porté au moment des printemps arabes s'est heurté à la paralysie du politique, pour le meilleur des cas, et au retour des autoritarismes dans le pire des cas. Les jeunes de la région, on l'a dit, ont l'impression que la société internationale est aux abonnés absents. La diplomatie, les mots de la diplomatie, comme tu viens de le dire, sont vidés de leur sens. Et le droit international est bafoué quotidiennement. Comment on refait sens dans un tel état du monde? Quelles sont les raisons d'espérer? Je ne suis pas fier du monde qu'on laisse aux générations plus jeunes. Je ne suis pas fier de ce monde que nous laissons à ceux qui viennent après nous. Je ne dis pas que nous n'avons pas fait de notre mieux, mais disons que nous avons échoué très souvent à maintenir, à stabiliser, à résoudre des problèmes qui sont difficiles à résoudre. En quoi la jeunesse peut essayer de faire mieux? Je pense d'abord qu'il faut garder l'espoir. Je me suis souvent défini comme un pessimiste actif, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a une lecture qui n'est pas très élogieuse de la nature humaine et qui n'est pas très béate sur ce qui se construit et ce qui se déconstruit devant mes yeux, mais qui néanmoins considère qu'il faut continuer à agir comme si notre lecture réaliste et relativement pessimiste de la situation n'existait pas, comme si on pouvait faire quelque chose.
C'est pourquoi, non seulement j'ai subi la violence dans mon pays, mais je suis allé chercher la violence ailleurs pour tenter de la contenir, en Birmanie, en Libye, en Irak et au Soudan et ailleurs. Parce que je pense qu'il faut continuer à, interroger les consciences. Et en interrogeant les consciences, peut-être que c'est la meilleure façon d'aider la jeunesse à reformuler les problèmes comme des problèmes strictement intergouvernementaux, mais comme des problèmes aussi où la jeunesse et la société civile de ces pays peut agir. J'ai regardé depuis Tripoli, Libye, le printemps irakien à l'automne 2019 et le printemps libanais, l'automne libanais à la même époque. Et je voyais cette société civile qui s'émancipait, qui pesait sur une kleptocratie, qui avait volé le pays, qui avait volé le Liban autant que l'Irak. Et je voyais tous ces jeunes qui allaient dans les rues pour tenter de récupérer à la fois leur épargne, mais aussi de déstabiliser ces kleptocraties. Mais il faut dire que ces jeunes n'étaient pas naïfs, mais peut-être n'avaient-ils pas une idée de la puissance de ces kleptocraties. J'entends par kleptocratie une classe politique et aussi économique et bancaire, etc., qui vous pille en tant que citoyen, mais qui est assez maligne pour acheter votre allégeance en tant que partisan. Donc, à chaque fois que ces jeunes ont tenté de d'ébranler les piliers du temple, ils ont découvert qu'une partie de la population leur était hostile et acceptait de défendre la kleptocratie qui était au pouvoir. Je crois que c'est le grand défi des années qui viennent pour la jeunesse, c'est-à-dire de tenter de convaincre cette partie de la population qui continue de défendre les pouvoirs en place, de passer de camp et de connaître son véritable intérêt à rejoindre les mouvements d'insurrection contre les pouvoirs en place. Parce que ces pouvoirs en place ont développé un système non pas seulement de vol et de gouvernement autoritaire, mais également des méthodes de survie. Et sur cela, la jeunesse ne doit pas beaucoup compter sur la communauté internationale, qui, on vient de en parler en comparant l'Ukraine à la Palestine pour dire qu'elle est contradictoire. Un de mes collègues qui est mort maintenant, Pierre Asner, disait souvent que la première caractéristique de la communauté internationale, c'est qu'elle n'existe pas. Et peut-être avait-il raison. Donc, moins compter sur l'extérieur, plus compter sur la détermination de la société civile à ébranler les piliers du temple local. Vous avez cité Kofi Annan, vous parliez des Nations Unies et du système international. On l'a dit au début, Hassan Salamé, vous avez travaillé beaucoup avec Kofi Annan. On avait envie de vous proposer de regarder une petite archive qui est courte. C'était en 2015 à Sciences Po Paris. C'est en anglais. Je vais vous traduire dans les grandes lignes en même temps que la vidéo. What is interesting is in the past, we had big powers who thought they had the right to lead grandes puissances and qui pull pensaient all of avoir us le droit along. de diriger et de nous entraîner dans leur sillage. I don't see a big power that Aujourd'hui, je ne wants vois to pas de lead. grande puissance qui veuille tenir ce I rôle. don't see a big power Je ne vois pas that de grande wants to puissance show qui the veuille nous way. montrer la voie. Which means that if we are Ce going qui to signifie que si tackle nous any voulons of nous the big attaquer issues à l'un des confronting grands us, problèmes auxquels nous sommes we confrontés, need nous a devons core avoir un group of groupe, un noyau de countries pays who come qui se together, met ensemble pour une make cause a common commune, cause, which is rationnelle et rational, which is raisonnable, sensible, et que la communauté that the internationale broader puisse soutenir et faire international avancer. community can support and get it done. And I hope we will move in J'espère that que nous allons direction. pouvoir aller dans cette In our direction dans efforts to nos resolve the efforts conflicts in the Middle East and in Africa. pour résoudre les conflits And, au Moyen-Orient, en Ukraine. Afrique. I think I've said enough Et en on Ukraine, that je pense topic. m'être suffisamment And he exprimé keeps sur le calling sujet. me SG. For those of you Il who continue don't à know m'appeler what that SG, means, secrétaire général. it means a scapegoat. We all need a scapegoat. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, dit-il, ça veut dire bouc émissaire.
scapegoat. Alors, j'aimerais bien avoir votre réaction sur 2 points. Déjà, d'une part, ces propos ont presque 10 ans. Ils restent très actuels, semble-t-il, ce qu'il dit là. Et la deuxième chose, je vous mets 2 questions en même temps. La deuxième chose fait écho peut-être à quelque chose que vous écrivez dans La Tentation de Mars, à savoir les individus comptent, même dans les relations internationales. Mais ça, c'est une phrase je dois avouer, de Henry Kissinger, pour lequel je n'ai pas une adulation particulière, mais qui m'a paru exacte. Parce que Henry Kissinger a commencé comme professeur, nul n'est parfait, et ensuite il est devenu, comme vous le savez, secrétaire d'État aux États-Unis sous Nixon. Et dans ses mémoires, il dit « Lorsque j'étais professeur, je pensais que seuls les courants profonds de la société impliquaient ou dirigeaient les décisions politiques. Et lorsque je suis devenu parti du sérail, lorsque je suis entré au sérail, j'ai compris que les individus jouaient un rôle capital. » Et il n'y a pas de doute que la personnalité de Kofi Annan a accordé à l'ONU une espèce d'aura, on l'appelait le pape séculier, une espèce d'aura due à sa capacité extraordinaire à écouter, sa capacité à résoudre discrètement les conflits. Et je trahis un peu un secret en disant qu'au moment du sommet arabe de Beyrouth, c'est le jour où j'ai fait la connaissance de Kofi Annan. Il m'avait demandé de rencontrer secrètement la délégation irakienne pour l'avertir que la guerre allait venir quelques mois plus tard. C'était en 2002, donc. En 2002, oui. Donc il avait une puissance d'écoute extraordinaire et une discrétion dans le travail qui était également extraordinaire. Je ne dis pas que cela a été perdu depuis, mais disons que l'engagement personnel du secrétaire général dans les conflits est capital et que les circonstances peut-être, les tempéraments peut-être aussi, ont fait que récemment, tel ne fut pas le cas ni sur l'Ukraine ni sur le Moyen-Orient. Et pourtant, l'ONU est menacée au Moyen-Orient. Les États-Unis ne veulent plus véritablement de la finule telle qu'elle existe au Liban Sud. Et pis encore, elles ne veulent plus de l'UNRWA, c'est-à-dire 30 000 employés qui sont chargés de la distribution de l'éducation, de la santé et de l'aide humanitaire à des millions de Palestiniens. Donc l'ONU est sur la défensive en ce moment. Et c'est quelque chose qui n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les petits pays dont la souveraineté dépend en réalité de l'existence de grandes organisations internationales. Et ce n'est pas bien pour des pays comme la France, dont le statut de grande puissance dépend du siège permanent que la France occupe aux Nations Unies. C'est pourquoi cette espèce d'indifférence ou de mépris que l'on voit chez certains à l'endroit des Nations Unies est quelque chose qui peut faire beaucoup de mal aux puissances soucieuses de droit international ou menacées dans leur propre survie. J'avais peut-être une dernière question, en tout cas pour cette partie-là, pour vous deux. J'ai dit, en vous présentant Brigitte, ancienne ambassadrice, vous, Hassan Salamé, parfois on voit ancien diplomate. Est-ce que ça existe, vraiment ancien diplomate ? Est-ce qu'un jour on arrête de penser et même d'agir en diplomate ? Quand vous avez pratiqué un métier, quel qu'il soit, avec passion, ce qui, pour mon malheur, a été le cas, vous ne sortez pas des plis que cette passion impose à votre cœur. Et donc, même si vous n'êtes plus dans l'action immédiate, vous continuez à fonctionner comme si vous y étiez encore. Donc, je me lève le matin, je vois qu'est-ce que le Conseil de sécurité a fait, je vois, etc. C'est-à-dire, vous continuez. Donc, on peut dire, comme de certains métiers que je ne citerai pas ici, une fois diplomate, à jamais diplomate, une fois prof, à jamais prof. Et Brigitte ? En fait, moi, j'ai pris ma retraite en mai, mais je suis plus occupée qu'avant, presque. Donc, mais je crois qu'il y a peut-être
une obsolescence programmée, comme pour les machines à laver. Mais je pense, comme Rassan, que c'est quelque chose qui coule dans nos veines. C'est-à-dire qu'on ne se départit pas comme ça facilement de ce qui a été un métier qu'on a exercé avec passion, avec une volonté profonde de comprendre des dynamiques qui animent les sociétés. Et aujourd'hui, ça me paraît difficile de s'en éloigner parce que ça équivaudrait presque à une démission, de la pensée en tout cas. Est-ce que, du coup, on continue à chercher des raisons d'espérer? Je te retourne la question que tu as posée à Rassan Salamé. Moi, j'ai été assez impressionnée par la présentation d'hier de la Méditerranée Sentinelle. La table ronde d'hier. Voilà. Et notamment du fait, deux termes qui m'ont impressionnée, c'est la fascination des ruines et l'acceptation ou la recherche d'un bouc émissaire. C'est pas le bouc émissaire de Kofi Annan, mais c'est... Et je crois que la jeunesse de cette région n'est ni fascinée par les ruines, parce qu'elle en a vu suffisamment dans sa vie, elle en a absolument ras-le-bol, ni à la recherche d'un bouc émissaire, parce qu'ils savent où se trouve la responsabilité de l'état du monde. Et ce qui m'impressionne, et en tout cas c'était le cas aussi bien en Libye que quand j'étais ambassadrice pour la Syrie, c'est de voir à la fois l'énergie, l'inventivité et l'impertinence de la jeunesse. Et moi, ça me donne de l'espoir pour l'avenir. Alors, c'est semé d'embûches, c'est semé de victimes, mais c'est aussi la raison pour laquelle on a envie de continuer à travailler. Merci beaucoup, Brigitte Kurmi, pour ce moment de dialogue, de partage. Encore quelques questions pour vous, Rassan Salamé, avant de laisser la parole, évidemment, au public pour ces questions. Si on l'a dit, vous avez été ministre de la Culture au Liban entre 2000 et 2003. C'était dans le gouvernement de Rafik Hariri. Tout à l'heure, l'initiative de paix dont vous parliez, c'était donc dans ces années-là. C'était à l'occasion d'un sommet de la Ligue arabe que vous aviez en fait organisé à Beyrouth. Il y a eu un autre moment fort dans ces années-là qui était un sommet de la francophonie, à Beyrouth également. Je vous ai entendu dire qu'en fait, si vous étiez allé à ce moment-là au gouvernement, c'était justement parce que il y avait ces projets, il y avait des projets précis. C'était pas pour dire je suis dans un gouvernement, c'était pour y faire véritablement quelque chose. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça et sur aussi peut-être ce que ça veut dire de votre rapport à la politique, au pouvoir politique en tout cas? Écoutez, j'ai été attiré par la politique très tôt et j'ai eu des occasions avant et après 2000 d'y participer. Mais les conditions ne me plaisaient pas particulièrement. Mais en 2000, j'ai accepté parce qu'il y avait quelque chose de clair, c'est-à-dire il y avait une majorité qui était sortie des urnes, qui était évidente et qui pouvait permettre à un gouvernement de ne pas être entièrement paralytique. Donc j'ai accepté et le Premier ministre de l'époque m'a dit il faut te donner un ministère qui ne fait pas beaucoup travailler. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce qu'on a besoin de toi sur beaucoup d'autres fronts. J'ai dit d'accord. Et c'était une bête de ma part parce que je suis devenu le maître Jacques de ce gouvernement. Donc quand il y avait des Libanais assassinés à Kinshasa au Congo, Salamé, vas-y, va chercher les corps. Quand il fallait négocier l'accord avec l'Union européenne, Salamé va à Bruxelles le négocier. Quand il fallait organiser l'initiative arabe de paix, Salamé, c'est ton travail. Et quand il fallait organiser le sommet de la francophonie, il faut le faire. Sauf que le Liban n'a jamais fait de sommet. Donc il fallait à la fois former des gens pour organiser le sommet, former la sécurité, former des volontaires pour accompagner les délégations. On n'était pas prêts. Il fallait tout faire à chaque fois. Mais j'étais un peu le maître Jacques de cette affaire. En place, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt parce que sinon je m'ennuierais. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est que je n'appartenais pas à cette classe politique. Donc lorsque le gouvernement est terminé, je n'ai pas du tout voulu y rester. Et j'étais très content de rentrer à Sciences Po. J'ai téléphoné à Richard Descoings qui dirigeait Sciences Po à l'époque. Je lui ai dit, je sors du gouvernement et je reviens à Sciences Po, sauf que dans l'après-midi même, Kofi Annan m'a téléphoné, il m'a dit, tu ne reviens pas à Sciences Po, tu vas en Irak. Voilà ce qui m'est arrivé.
Donc ce ministère qui était censé ne pas vous faire trop travailler, donc c'était le ministère de la Culture. Quel est votre regard sur ce qu'on appelle la diplomatie culturelle? Est-ce que ça existe? À quoi ça sert? Ça ennuyait beaucoup mon Premier ministre à l'époque de savoir que j'ai pris goût à la culture. Lui, il voulait me donner la culture parce qu'il pensait qu'il n'y avait rien à faire. Mais en réalité, moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose de fabuleux. D'abord, le patrimoine. Je n'avais aucun lien avec les vieilles pierres. Et je me suis pris d'une passion pour les découvertes archéologiques dans le pays. J'allais à 3 heures du matin avec le directeur général des Antiquités sortir de terre des statues tout entières et les replacer tout de suite parce qu'on savait que si on les enlevait, elles allaient être volées le lendemain et qu'on ne pouvait pas les garder véritablement. Mais j'ai pris une passion extraordinaire. Et une des choses dont je suis particulièrement fier, c'est que j'ai réussi à ramener une centaine de millions de dollars de la Banque mondiale pour les 5 villes historiques du pays, Baalbek, Tyr, Sidon, Byblos et Tripoli. Je ne suis pas sûr que l'argent a été dépensé d'une manière tout à fait catholique après mon départ, mais je me suis vraiment... C'était la surprise. Je me suis pris de cette passion que je ne connaissais pas du tout. Je n'étais pas un homme de vieilles pierres. Eh bien, ce passage au ministère de la Culture m'en a fait un. Et la deuxième chose, ce qui est beaucoup plus difficile à faire, c'est que je pense que le métier de ministre de la Culture dans ce genre de pays, c'est de rappeler à la classe politique qu'après une guerre civile, il ne faut pas se contenter de la reconstruction physique et immobilière de tout ce qui a été détruit, mais de la reconstruction du tissu social. Et c'est quelque chose qui paraissait abstrait à la plupart de mes collègues à l'époque au gouvernement, que la responsabilité particulière de la culture, c'est de retricoter un tissu social qui avait été déchiré par la guerre. Je pense qu'on ne l'a pas fait au Liban. Et c'est pourquoi le pays ne cesse de retomber dans ces espèces de polarisation dont je parlais tout à l'heure, quand je vous parlais de la phase de la fin des années 60, début des années 70. Brigitte Curmi a évoqué la table ronde d'hier sur la Méditerranée Sentinelle. Il y avait notamment Valérie Masson-Delmotte qui participait. Vous évoquez à la fin de la tentation de Mars la question du changement climatique. On comprend également en vous lisant que ce sujet aura une part importante dans votre prochain livre qui portera sur les guerres civiles, si j'ai bien compris. Comment comprendre que cette question du changement climatique qui pourrait devenir un enjeu qui devrait être un enjeu qui réunit, parce que c'est un enjeu global par définition, ne soit pas précisément une cause qui rassemble dans ce moment où justement, et comme le disait déjà Kofi Annan en 2015, on a du mal à se rassembler. Pourquoi ce sujet-là n'arrive pas à mobiliser de manière globale ? Il n'arrive pas. Il arrive encore moins aujourd'hui que l'année dernière ou l'année d'avant, à voir les difficultés à sortir de la COP de Bakou. Ou du G20 du Brésil. Il y a 1000 raisons à cela. J'en citerai 2 ou 3 qui me paraissent essentielles. D'abord, pour beaucoup de gens, l'intérêt pour le changement climatique est une espèce de pis-aller parce qu'on n'y arrive pas en matière de paix et de sécurité. Vous savez, la fonction première des organisations internationales, c'est la paix et la sécurité. Et d'insister beaucoup sur le changement climatique, c'est pour beaucoup de gens, c'est démissionner de la fonction première, qui est celle d'assurer la paix et la sécurité. Mais il y a une autre raison. Il y a de gros intérêts en jeu, de très gros intérêts en jeu. La production des véhicules électriques, la production des batteries, les producteurs de pétrole et de gaz. C'est quand même bizarre que les 2 derniers COP aient lieu dans 2 pays très gros producteurs de pétrole et de gaz que sont les Émirats et maintenant l'Azerbaïdjan. Donc il y a de gros intérêts en jeu, et ces gros intérêts, sans parler des anti-vax et de ceux qui pensent que l'industrie, qui pensent encore que l'énergie fossile est innocente du changement climatique, c'est grave. Je vais vous raconter une anecdote, pourtant, qui m'a, à moi, entièrement
convaincu. Lorsque je travaillais pour Kofi Annan, la crise du Darfour a commencé et nous avons fait appel à plusieurs experts pour nous expliquer pourquoi la crise du Darfour avait lieu à ce moment-là, en 2005, 2006, comme ça. Et tous ces experts nous disaient pratiquement la même chose. Il y a une espèce de tension historique entre les populations nomades et les populations paysannes, notamment dans les régions semi-désertiques. Et cela va depuis la Somalie à l'est de l'Afrique jusqu'à la Mauritanie à l'ouest de l'Afrique, sur tout le bassin subsaharien. Et en réalité, ce à quoi on a assisté, notamment au Darfour, c'est que le Darfour est un pays élevé. Donc, il y a eu une explosion démographique qui n'a pas été affectée par des maladies, notamment le malaria, etc., comme c'est le cas ailleurs. Deuxièmement, cette explosion démographique a amené à une espèce de tension beaucoup plus forte sur la végétation entre la population nomade et la population sédentaire. Et troisièmement, les gouvernements, loin de reconnaître les effets du changement climatique, dans ce cas mariés à l'explosion démographique, ont utilisé ce changement climatique pour semer la zizanie entre les populations pour assurer leur pouvoir. Donc nous étions face à un cas très pratique, et je dirais 9 des 10 experts que nous avions consultés à l'époque disaient le changement climatique est à l'origine de ce conflit. Je crois qu'une de nos faiblesses au cours des dernières années, c'est de n'avoir pas lié suffisamment les 3 facteurs ensemble, c'est-à-dire le changement climatique, l'explosion démographique ou le déséquilibre entre les continents en matière démographique et enfin la conflictualité. Pourtant, ces 3 facteurs sont extrêmement liés. Et si peut-être on les liait davantage dans les années qui viennent, peut-être que les gens seraient plus conscients de l'importance du changement climatique. En tout état de cause, depuis ma fenêtre à Tripoli, Libye, lorsque je me levais le matin et je voyais des corps flottants en Méditerranée de migrants qui essayaient d'arriver en Europe et qui, dans les embarcations misérables, avaient chaviré en Méditerranée et leurs corps venaient comme cela vers le littoral, j'étais tout à fait conscient, devant mes yeux, non seulement de la tragédie de cet homme ou de cette femme qui avait tenté encore une fois de traverser la Méditerranée, mais aussi de cette connexion profonde entre l'explosion démographique, le changement climatique et la conflictualité, et qui m'a fait croire à un moment que cette Méditerranée, pour laquelle j'ai une espèce de passion sans fin, car elle a une lumière que vous ne trouvez nulle part ailleurs, eh bien cette Méditerranée pouvait devenir pour beaucoup de gens un cimetière. On a cité vos livres et même donc un peu là parler du prochain peut-être, mais vos livres sont pleins d'autres livres, c'est-à-dire qu'on voit en vous lisant que vous êtes vous-même un immense lecteur, évidemment. Il y a tout ce que vous lisez parce que vous faites ce que vous faites, et voilà. Mais quelle place, si on revient un peu au début, quelle place aujourd'hui pour le théâtre, pour la poésie? Est-ce que vous trouvez du temps pour ça, pour lire ça aussi? Lorsqu'on dit qu'aujourd'hui la com a une telle importance sur la décision politique, et croyez-moi, la com est devenue la principale force dans l'action politique. Lorsqu'on dit cela, qu'est-ce qu'on dit? Il faut rapprocher le micro. Lorsqu'on dit que la com a une telle importance sur la vie politique, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la politique, plus que jamais, est devenue du théâtre. La com, la communication, donc. Hein. Allez. Et donc, puisque Brigitte a cité la jeunesse et son inventivité et son impertinence, un des espoirs que j'ai, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, qui maîtrise en réalité les appareils de communication bien mieux que nous, ce sont nos cadets qui viennent nous apprendre comment utiliser toutes
révolution technologique du smartphone à l'ordinateur et à l'intelligence artificielle, à ChatGPT et à tout le reste, cette jeunesse-là se sature vite des instruments et revient vite au contenu. C'est mon espoir et il y a des éléments pour penser qu'il y a un tel revirement de cette jeunesse qu'après une saturation par les médias sociaux et par l'écran, il y a en réalité dans au moins une partie de la jeunesse une espèce de recherche du sens qui n'est pas fournie par l'usage massif des médias sociaux contemporains. Dernière petite question avant de donner le micro, et donc vous pouvez préparer aussi vos questions. On va terminer provisoirement, donc en tout cas sur la Méditerranée, peut-être en vous demandant un peu on a commencé avec votre village, quelles sont vos villes de cœur en Méditerranée, les villes auxquelles vous êtes très attachés. On m'a soufflé récemment, notamment que Istanbul vous plaisait beaucoup, mais il y en a peut-être d'autres, vos villes de Méditerranée. En fait, j'ai l'embarras du choix. Oui, on imagine, il faut rapprocher le micro. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas m'obliger à choisir, je choisis tout à la fin. Vous pouvez en citer plusieurs. Il y a des endroits. Je suis très sensible à la beauté des baies en Méditerranée. Le golfe du Lion, pour commencer. Et ce n'est pas pour faire plaisir à Marseille, c'est véritable. Mais également, j'aime beaucoup la baie de Gênes, j'aime beaucoup la baie d'Alger, j'aime beaucoup la baie de Jounier, j'aime beaucoup de baies en Méditerranée. Je trouve que cette espèce de rencontre entre la mer et le sol, le littoral, est attendrie par l'existence des baies, des espèces d'ouverture de la terre par rapport à la mer. Donc il y a beaucoup de très belles baies en Méditerranée et je suis sensible à elles. J'aime aussi beaucoup les îles en Méditerranée. J'en ai fait un grand nombre, pas toutes, mais j'en ai fait un grand nombre. J'aime beaucoup la Crète, j'aime beaucoup Corfou, j'aime Chypre, j'aime Malte, j'aime les Cyclades, j'aime beaucoup les îles de l'Adriatique que j'ai eu la chance de visiter à plus d'une fois. Donc, mais c'est vrai que la Méditerranée a quelque chose qu'on retrouve. J'ai quand même été sous d'autres cieux et je n'ai jamais vu une telle harmonie entre le ciel, la mer et la terre, telle qu'on voit en Méditerranée. Et ça, c'est véritablement irremplaçable. Même les choses les plus ordinaires prennent une toute autre dimension sous le ciel de Méditerranée. Merci beaucoup. On va poursuivre donc avec un temps de questions. Et donc, voilà. Est-ce qu'on peut dire au public qu'on ne le voit pas à Voilà, cause des on ne vous lumières? voit pas, donc on va vous écouter. D'abord, merci pour cette nouvelle formule qui apporte effectivement quelque chose de nouveau avec une personne de la qualité de Monsieur Salamé. Par rapport à ce que vous avez dit l'un et l'autre sur votre espoir dans la jeunesse, est-ce qu'on peut être raisonnablement optimiste quand on voit qu'en 2011, les printemps arabes se sont fracassés sur l'émergence de dictatures en Égypte pour que l'armée récupère ses prérogatives et la prévarication, quand on voit comment a tourné la Tunisie avec un président démocratiquement élu une première fois et qui devient un dictateur, et quand on voit chez vous, plus particulièrement au Liban, qu'un tiers du pays est contrôlé par le Hezbollah, qui est bien sûr domine, on peut dire même domine une population, il la tient sous sa férule. Donc, quelle raison d'espérer a-t-on réellement? C'est elle qui est beaucoup plus passionnée de jeunesse que moi. Écoutez, vous avez tout à fait raison. J'ai suivi d'assez près les expériences que vous avez citées. Et les visites dans les pays que vous avez cités sont devenues douloureuses
en ce sens que vous y avez des amis qui parlaient très librement et qui tiennent un discours creux aujourd'hui auquel ils ne croient pas. Et on a du mal pour soi-même, mais on a surtout mal pour eux de devoir vivre aujourd'hui sous des pouvoirs encore plus autoritaires que ceux qui existaient auparavant. Pour ce qui concerne mon pays, le Liban, c'est un pays qui n'est pas menacé par l'autoritarisme comme il l'est ailleurs. Il est menacé par quelque chose d'autre. Il est menacé, certes, par un groupe armé qui a eu une emprise sur les structures de l'État très au-delà de ce qui est acceptable dans un État qui se respecte. Mais aussi, il est miné par la perte de crédibilité des autres, de ceux qui ne sont pas dans le parti, c'est-à-dire par ceux qui ont accepté de voler, comment dirais-je, de détrousser une partie de la population. J'ai passé une bonne partie de cet été à vouloir régler quelque chose qui n'a pas nécessairement à faire avec le Hezbollah que vous citez, qui est le fait qu'une très grande majorité des Libanais aujourd'hui ont perdu leur épargne dans le crash dû à un système de Ponzi que la classe politique et bancaire a mis en place et qui a abouti en fait à la perte de cette épargne. Or, 80% de ceux qui ont perdu leur épargne dans les banques libanaises ont une épargne de moins de 100 000 € en banque. Et les banques, en dépit de leur faiblesse, peuvent résoudre le problème. Certes, il y a des gens qui ont perdu des dizaines de millions et des centaines de millions, mais il y a la grande majorité des gens ont perdu l'épargne de leur vie. Et leur misère est aujourd'hui totale parce qu'ils ont besoin de cet argent pour survivre, avec une dépréciation de 98% de la monnaie locale. Eh bien, rien n'a été fait. Rien n'a été fait pour soulager cette partie de la population. Donc, il y a un problème de Hezbollah, mais il y a aussi un problème d'une classe politique qui est particulièrement corrompue et qui est particulièrement irresponsable dans sa gestion des affaires publiques. Bonsoir. Bonsoir et merci pour ce beau témoignage généreux, je trouve. Vous parliez de détricoter le droit international. Je me demandais si vraiment il avait jamais été tricoté ou si jamais il s'était réellement appliqué, en tout cas aux nations, aux États-nations puissants, quand on pense aux pouvoirs coloniaux français, anglais et puis maintenant américains avec leur pendant israélien. Noam Chomsky écrit un grand livre qui fait le recensement de tous les massacres qu'il appelle l'an 501, la conquête continue, en partant de la date de l'arrivée de Christophe Colomb et les massacres, puis les différentes exterminations, que ce soit des Indiens, des aborigènes en Australie, etc. On a l'impression que c'est un massacre continu. L'Occident, en fait, massacre le monde depuis 5 siècles. Alors on dit qu'on est en l'année zéro. J'aimerais qu'on reparte en année zéro, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que nous, occidentaux, on s'inclue réellement dans le problème, qu'on fasse notre travail de mémoire, qu'on comprenne que la colonisation n'a jamais cessé, qu'elle continue, que c'est nous, Israël, aujourd'hui, qui sommes en train de massacrer les Palestiniens, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, que c'est en fait nous le problème et que le fait qu'on ne comprenne pas que c'est nous le problème est tout le problème. Voilà. Votre réponse est dans votre question. Il n'y a pas... Oui.
je pense que dès le moment que l'on commence à imprimer ou à exiger des exceptions à l'application de la règle, on détruit la règle. Donc, si aujourd'hui, on n'applique pas le droit international et le droit international humanitaire à Gaza comme une espèce d'exception, n'essayons pas de le voir appliqué ailleurs. Donc, le droit a cette généralité qui fait sa crédibilité. Et dès le moment qu'on y introduit des exceptions, on le détruit. La responsabilité occidentale est réelle. Mais je dois dire qu'il ne faut pas jeter les réalisations de l'humanité au cours des 30 ou 40 dernières années. Vous savez, en 1990, après la chute du mur de Berlin, les budgets des pays les plus grands, et notamment occidentaux, les budgets militaires, ont diminué parfois de 50 ou de 60%. Les arsenaux nucléaires, au cours de la dernière décennie du XXe siècle, ont diminué de plus de 70%. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a deux logiques au fonctionnement du système international. Et deux logiques qui sont en compétition. La logique du rapport de force et la logique de la sécurité collective. Lorsque l'Irak a envahi le Koweït en 1990, il y a eu 70 pays qui sont allés libérer le Koweït et rétablir sa souveraineté. Ça, c'était une expression de la sécurité collective. Lorsque, 13 ans plus tard, l'Irak a été envahi unilatéralement par les États-Unis, sans autorisation du Conseil de sécurité, avec l'opposition de grandes puissances comme la France, l'Allemagne, la Russie et le pape, eh bien, c'était une espèce de violation du droit international. C'était la logique du rapport de force qui l'emportait sur la logique de la sécurité collective. La sécurité collective est sur la défensive depuis l'invasion du Koweït, depuis l'invasion de l'Ukraine, depuis ce qui est arrivé à Gaza et ce qui arrive aujourd'hui au Liban aussi, et ce qui risque d'arriver dans les jours et les semaines qui viennent en Cisjordanie et qui peut être encore plus grave. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit désespérer de voir la logique de sécurité collective l'emporter à nouveau à terme. Il est vrai que les dernières élections américaines ne donnent pas beaucoup d'espoir à la sécurité collective, puisque la nouvelle administration crie haut et fort son mépris de toute pensée multilatérale. Mais il est vrai que l'Amérique est puissante, mais que l'Amérique n'est pas toute puissante. Et que donc, ceux qui sont soucieux de voir revenir la sécurité collective comme la norme qui régit les relations internationales ne doivent pas désespérer. Et il y a des raisons de penser qu'on peut revenir à un monde qui soit moins dominé par la volonté du plus fort. Tel n'est pas le cas aujourd'hui, je le concède. Mais soit on démissionne de tout espoir, de toute volonté d'action, de toute volonté de résistance, soit on continue à vouloir revenir au principe de base de la sécurité collective. J'appartiens bien entendu à la deuxième catégorie. Oui, tout d'abord, bonsoir. J'aimerais vous remercier, vous, madame, vous, monsieur, et d'avoir partagé votre expérience. Moi, en tant que comédien, je trouve que ce monde est un très mauvais théâtre. La question que je voulais poser, c'est, j'avais entendu de la part d'un sociologue que la mondialisation allait entraîner la tribalisation. Et je crois qu'on en est un peu là. De Gaulle disait de l'ONU que c'était un machin, déjà à son époque. Est-ce que c'est pas devenu une institution obsolète? Et quand vous parliez tout à l'heure du climat,
Il va y avoir sans doute dans le monde des déplacements de population qui vont être énormes. Là, on n'en sera plus à la petite émigration de 300 000, de 400 000, mais les populations vont se déplacer par millions. Donc, j'ai l'impression que le monde géopolitique est en train de changer. L'ordre mondial, un nouvel ordre mondial. On a d'un côté les BRICS, de l'autre côté l'Occident. On essaye de se partager le monde. Il y a des gens qui essayent de se partager le monde. Un jour, j'avais entendu que le monde n'était pas un gâteau. Eh bien, si, pour certains, c'est un gâteau. Et on laissera des miettes à bouffer pour les uns, et les autres se prendront les grandes parts du gâteau. J'ai l'impression qu'il va falloir changer cette prise de pouvoir. Il va falloir changer notre façon de lutter. Et je crois que c'est chacun devant notre porte que notre façon de lutter doit commencer. Merci. J'ai dit que le monde était un théâtre, mais je n'ai pas dit que les comédiens étaient très bons. C'est un peu la source de notre ennui, vous savez. Parce que quand les comédiens ne sont pas très bons, ils sont ennuyeux. Et la plupart des dirigeants mondiaux actuels relèvent de la 3e catégorie de comédiens. Et donc, ils sont ennuyeux. Et comme vous le savez, l'ennui est un ennemi extrêmement désagréable. Cela dit, ce que vous avez dit beaucoup de choses. Et il y a des choses que je partage dans ce que vous avez dit. Mais les nouvelles méthodes de mobilisation sont en cours. Et il ne faut pas, comment dirais-je, regarder ce qui est en train d'arriver en noir et en blanc. Laissez-moi vous donner un exemple. La révolution technologique nous a permis d'avoir un ordinateur, un smartphone, un ChatGPT sur une application ChatGPT sur notre smartphone. On peut condamner tout de suite cela en disant c'est mauvais, les enfants ne font pas leur devoir à l'école parce qu'ils sont devant les écrans, etc. Mais tel n'était pas le cas lors du printemps arabe dont parlait Brigitte tout à l'heure. C'est grâce à Facebook et à Twitter que la mobilisation de masse a pu avoir lieu dans les rues du Caire en 2011, ou dans les rues de Tunis, ou dans les rues de Yémen, etc. Donc, ces instruments ont pu aider à la mobilisation. Et c'est quelque chose d'important, parce que les systèmes de censure et de contrôle des gouvernements interdisaient les rassemblements par les moyens traditionnels, qui étaient la distribution de tracts sur papier, etc. Donc la révolution technologique a pu servir à la mobilisation populaire. Et puis on a découvert l'autre aspect des choses. L'autre aspect des choses, c'est que les mêmes instruments qui peuvent aider à la mobilisation populaire peuvent aider les gouvernements à mieux surveiller les gens. Et donc des systèmes de surveillance de vos emails, de vos SMS, etc., se sont installés dans les mains du gouvernement, et cette nouveauté technologique énorme qu'est la révolution informationnelle est partagée aujourd'hui par des gens qui veulent mobiliser contre les pouvoirs en place et par les pouvoirs en place eux-mêmes. Donc, il serait dangereux, il serait inexact de dire que cette révolution a servi aux uns mais n'a pas servi aux autres. Mais il faut la développer, car on a découvert que la capacité de mobilisation grâce à Facebook ou à Twitter ou à Instagram, etc., était quelque chose qui pouvait mobiliser très rapidement. Parfois au Caire, en 2011-2012, il fallait une demi-journée pour ramasser 3 millions de personnes pour aller sur Midan Tahrir. C'est énorme.
Ça n'avait pas de précédent à travers l'histoire de l'Égypte ni du monde. Mais on a découvert que cette mobilisation horizontale par les moyens de la révolution technologique en cours ne permettait pas ni d'extraire un programme politique, ni d'extraire des dirigeants pour ces masses qu'on faisait se rassembler. Et donc, cette mobilisation a réussi au niveau populaire, mais n'a pas réussi au niveau de la transformation, comme on parle en rugby, de la transformation de cette mobilisation en une action politique soutenable, durable, avec des programmes et des dirigeants de qualité. Ce qui nous pousse aujourd'hui à dire comment utiliser ces instruments d'une manière qui mobilise à la fois et permette l'extraction de programmes et de dirigeants. Ce qu'on n'a pas encore trouvé. Mais vous voyez, le chantier est ouvert et qu'il ne faut pas maintenant dire « ça a été mauvais pour la participation populaire que cette révolution technologique ait lieu ». Cette révolution technologique a pu être détournée par les pouvoirs en place à leur propre profit et elle n'a pas véritablement permis de faire avancer de nouveaux dirigeants, de nouveaux programmes, de nouvelles organisations durables, mais elle a permis par ailleurs une mobilisation beaucoup plus aisée en dépit de la volonté du pouvoir en place. Donc, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients, et la génération qui vient, qui est beaucoup plus lettrée en matière d'utilisation des instruments de la révolution technologique, pourront, je l'espère, trouver des moyens pour que cet instrument n'aide pas uniquement à la mobilisation, mais aide aussi à la transformation de leur société. Alors, une question. Bon, je suis franco-libanais et je suis de la partie de Beyrouth qui a porté le kéfier. Aujourd'hui, pendant qu'on est là, les bombes tombent sur Beyrouth, sur la totalité du Liban, sur Gaza. Et vous qui ne prenez pas un choix, vous êtes toujours en deux choix. Je crois aujourd'hui, il faut que vous vous positionnez parce qu'on est dans une guerre existentielle pour notre pays. Et on a besoin de vous, que vous preniez position dans cette guerre pour soutenir notre peuple. Voilà, merci. Merci, merci. Merci. Si j'hésitais entre deux, il s'agissait de ma vie professionnelle, mais pas de mes positions politiques. Mes positions politiques sont claires et je crois le plus souvent pointues. Mais quand il s'agit de ma vie professionnelle, effectivement, j'ai toujours hésité entre diplomate et professeur, entre droit et lettres, entre tout ce que vous voulez. Donc ne généralisez pas sur mes positions. Mais je vais faire une confidence devant 700 personnes. Je m'y emploie plus que vous ne croyez, à essayer de trouver une trêve, à essayer de faire appliquer la résolution 1701 adoptée en 2006. Je suis l'auteur de la première tentative de l'appel franco-américain pour une trêve au Liban Sud et pour l'application de cette résolution que nous avons arrivé à faire admettre par M. Hassan Nasrallah quelques heures avant qu'il ne soit assassiné le 25 septembre dernier. Je me suis employé à une deuxième tentative au cours du mois d'octobre, dans cet même effet, qui a été rejetée par le gouvernement israélien. Je ne suis pas loin de cette troisième tentative qui est en cours, dont on verra peut-être le résultat au cours de la semaine prochaine. Je n'oublie pas mon pays, et si je l'oubliais, lui ne m'oublie pas. Peut-être une dernière question? On dit une dernière question encore?
Alors, il y a des bras qui se lèvent plutôt sur le devant. Je ne sais pas où sont les micros. Bonsoir. Bon, bah. Une dernière question très rapide. Merci à tous les intervenants. Merci à M. Hassan Salamé. Vous n'allez pas pouvoir me voir, je suis tout en haut. J'aimerais partager avec vous une interrogation ou une sorte d'incompréhension. Quand on parle de l'ONU, on a souvent déclaré sa mort, mais bon, on voit qu'elle respire encore. Et je pense en particulier à un personnage qui incarne aujourd'hui cette institution, à savoir Francesca Albanese ou encore Monsieur Guterres. Et l'incompréhension et l'interrogation est la suivante. Jusqu'à quel point un système aussi élaboré peut-il dépendre des personnalités des individus qui occupent ces missions ? Je suis allé voir son rapport récemment de l'envoyé spécial du secrétaire général pour les territoires à s'occuper des populations palestiniennes et j'ai découvert qu'il y avait eu avant d'autres envoyés spéciaux. Et je mets au défi quiconque de pouvoir en nommer un. Écoutez, sur l'ONU, le plus simple c'est de dire ça ne sert à rien, etc. Mais moi je pose alors la question, pour être remplacé par quoi ? Quelle est l'alternative aujourd'hui si on disait on ferme l'ONU? Écoutez, l'ONU est pleine de toutes les misères humaines que vous pouvez imaginer. Il y a des gens qui sont là uniquement pour le salaire. Il y a des gens entièrement passifs. Il y a des gens qui n'ont aucune empathie avec la mission pour laquelle ils travaillent. Il y a des gens même corrompus, comme on a vu dans l'affaire du Oil for Food, dans l'affaire irakienne. Donc, être à l'ONU ne veut pas dire être un ange. Il y a toutes les qualités et tous les défauts de la nature humaine que l'on retrouve à l'ONU comme on le trouve dans n'importe quel gouvernement. Et si aujourd'hui on jetait l'ONU à la mer ou dans la rivière Hudson à New York, par quoi la remplacerait-on? Et qui serait le vrai perdant? Je peux vous dire une chose, c'est que M. Trump serait très heureux si l'ONU n'existait pas. Je peux vous dire une autre chose. M. Netanyahou serait très heureux si l'ONU n'existait pas. Si Mme Albanese n'existait pas, si M. Guterres n'existait pas, si la Cour internationale de justice n'existait pas. En réalité, chers amis, l'ONU est un archipel d'institutions qui, pour certaines, marchent relativement bien. Moi, je peux vous dire que sans le programme alimentaire mondial, aujourd'hui, il y aurait une famine excessive dans une soixantaine de pays. Je peux vous dire que sans le HCR, il y a 130 millions de réfugiés à travers le monde qui ne trouveraient pas une tente sous laquelle passer l'hiver qui commence. Je peux vous dire que sans l'UNICEF, il y a énormément d'enfants à travers le monde qui n'auraient aucune scolarité. Mais il y a aussi un Conseil de sécurité paralysé par le veto. Il y a aussi une Assemblée générale qui produit des résolutions sans effet immédiat. Il y a aussi une CIJ qui sort des résolutions que M. Netanyahou méprise. Il y a aussi... Donc c'est un archipel. Certains morceaux de cet archipel marchent bien, ou relativement bien, remplissent le rôle qu'on attend d'elles. Et il y a d'autres morceaux, effectivement, qui ont été minés, ruinés, paralysés par la polarisation politique qui traverse aujourd'hui le monde. Donc ne jetez pas l'ensemble d'un seul coup parce que c'est simple de le faire. De quoi a-t-on besoin? Pourquoi l'ONU? Réfléchissez bien. Il y a des morceaux de cet archipel qui marchent relativement bien et qui allègent beaucoup de souffrances à travers le monde. Et il y a, oui, je le concède, d'autres morceaux, tels le Conseil de sécurité, qui aujourd'hui hoquettent comme un moteur en fin de vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hassan Salamé, d'avoir accordé ce grand entretien aux Nouvelles Rencontres d'Averroès. Évidemment, vos livres, notamment le dernier, La Tentation de Mars, qu'on a beaucoup cité ce soir, sont disponibles dans l'espace librairie, dans le hall du Théâtre de la Criée. Merci beaucoup, Brigitte Curmy, et également, au nom de toute l'équipe.